Bonjour, bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du FLE, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère. Ce tutoriel aborde le problème de la mémoire de travail et de la correction phonétique en langue étrangère. Il s'agit là d'un point fondamental en phonétique corrective. Comment l'élève gère les informations sonores qui sont délivrées par l'enseignant. Aujourd'hui, on peut répondre de façon précise en connaissant le fonctionnement de la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un espace de travail qui permet au professeur d'agir concrètement, d'agir efficacement sur les modèles sonores qu'il propose à l'apprenant. Et l'enseignant obtient à terme une amélioration sensible de la prononciation de l'élève. Il peut même l'obtenir assez rapidement, à condition qu'il sache tirer parti des propriétés de cette mémoire de travail. Je vais suivre un plan en 3 parties. Dans un premier temps, je vais expliquer rapidement ce qu'est la mémoire sensorielle. Ensuite, les informations passent en mémoire de travail. Nous verrons plus précisément quelle est l'architecture de cette mémoire, quel est son fonctionnement. Enfin, nous nous intéresserons au rapport qu'il y a entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Il y a entre ces deux mémoires un échange de données, un échange d'informations, et le fait de découvrir cet échange de données, cet échange d'informations, nous permettra de mieux comprendre comment le professeur doit travailler avec son élève lorsqu'il tente de faire un travail de correction phonétique. Quelques mots sur le fonctionnement et l'intérêt de la mémoire sensorielle. Nous sommes continuellement sollicités par des informations en provenance de notre environnement physique et nos 5 sens sont mobilisés. La mémoire sensorielle, est une sorte de sas qui retient l'information très brièvement. On considère que l'information est retenue entre une demi-seconde et 2 secondes grand maximum. Je l'ai représenté ici sous forme d'une grille qui laisse passer certaines informations pertinentes et qui en bloque d'autres, qui en rejette d'autres. L'immense majorité d'ailleurs des informations. Si nous devions en permanence intégrer toutes les informations en provenance de nos sens, nous serions très rapidement submergés. Et en même temps, beaucoup d'informations que nous avons s'évanouissent, disparaissent au moment même où elles se présentent à nous. Il est admis que la mémoire sensorielle est composée de 5 registres spécialisés qui fonctionnent en parallèle. Vous les avez indiqués ici. Vous avez le registre auditif, le registre tactile, le registre olfactif, le registre gustatif, ainsi que le registre visuel. Selon le registre d'information, l'information serait conservée plus ou moins longtemps. Par exemple, on considère que les informations auditives seraient maintenues dans le registre auditif de la mémoire sensorielle pendant 2 secondes environ, alors que les informations visuelles ne demeureraient pas plus d'une demi-seconde dans le registre visuel. C'est quelque chose de normal. Les informations visuelles sont stables, nous les avons en quelque sorte sous les yeux, alors que l'information sonore est quelque chose de fugace. Elle disparaît sitôt qu'elle est produite. Donc, elle bénéficie d'un maintien plus long dans la mémoire sensorielle. La mémoire sensorielle retient certaines informations et elle va les envoyer en direction de la mémoire de travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi toutes les informations qui ont été capturées par la mémoire sensorielle, toutes ne sont pas traitées. Certaines, en effet, disparaissent, s'évanouissent de la mémoire sensorielle, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été sollicitées par l'attention. De même, dans le trajet des informations entre la mémoire sensorielle et la mémoire de travail, les filtres attentionnels interviennent. Ces filtres attentionnels opèrent des transformations sur ces informations. De même, ces filtres attentionnels peuvent carrément évacuer certaines de ces informations.
En effet, l'oubli est une donnée permanente dans le traitement des informations dans la mémoire. Certaines informations sont retenues par l'une des trois mémoires, d'autres peuvent disparaître. L'une des capacités de la mémoire, c'est également sa faculté d'oublier. Intéressons-nous tout d'abord à l'architecture de la mémoire de travail. Je présente ici le modèle élaboré par Alan Baddeley. C'est l'un des modèles les plus populaires dès que l'on parle de mémoire de travail. Intéressons-nous d'abord à l'administrateur central. Il s'agit d'une instance de contrôle aux multiples fonctions. D'abord, elle permet de coordonner les deux systèmes esclaves que sont la boucle phonologique et le calepin visuospatial. L'administrateur central contrôle également les stratégies d'encodage et de récupération. Il s'occupe de la gestion de l'attention. Enfin, c'est lui qui permet l'activation temporaire des informations en mémoire à long terme, dans les échanges d'informations entre la mémoire à court terme, la mémoire de travail, et la mémoire à long terme. Deux mots sur le calepin visuospatial. Le calepin visuospatial, c'est lui qui permet d'avoir une scène sous les yeux, de pouvoir l'analyser, donc il a une fonction de stockage et d'encodage. Il a aussi une autre fonction, celle de se remémorer une scène visuelle. Par exemple, je suis un élève suivant un cours de correction phonétique, je commets sensiblement toujours les mêmes erreurs, et j'ai l'habitude, quand je commets telle ou telle erreur, de voir le professeur utiliser un geste, par exemple pour mettre de l'attention sur le son, ou au contraire pour enlever de l'attention sur le son. Et lorsque je commets une erreur habituelle, le professeur s'apprête à me corriger, mais grâce au calepin visuospatial, j'anticipe en quelque sorte le geste que celui-ci ne va certainement pas manquer de produire. Donc, ce calepin visuospatial est quand même un système d'aide important. Le deuxième système esclave est constitué par la boucle phonologique. Et là, cette boucle phonologique, je vais en parler plus en détail dans les diapositives qui arrivent. Des sons de parole sont présents en mémoire de travail et sont prêts à être traités à l'intérieur de la mémoire de travail. Ce traitement se fait par le système esclave que l'on appelle la boucle phonologique. Ce traitement se fait en deux temps. Dans un premier temps, la boucle phonologique se comporte comme une sorte de magnétophone qui enregistre les sons, qui les stocke. Et cela signifie que les sons sont par conséquent disponibles. Détail important, la mémoire de travail n'est pas du tout sensible à l'aspect sémantique. Cela signifie que la mémoire de travail va traiter uniquement les aspects acoustiques des sons, c'est-à-dire les aspects physiques des sons. Une fois que les sons sont stockés par ce magnétophone en quelque sorte, ils sont activés par le principe de récapitulation articulatoire. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que l'information sonore est activée et elle est maintenue en mémoire pendant environ 2 secondes. Certains auteurs prétendent que cela va jusqu'à 3 secondes, grand maximum. Pour vous rendre compte du principe de récapitulation articulatoire, imaginez simplement quand vous devez composer un numéro de téléphone que vous ne connaissez pas. Il faut que vous répétiez systématiquement le numéro de téléphone pendant que vous tapez sur les touches et le composez. La moindre distraction, quelqu'un qui vous appelle par exemple, et hop, ce numéro de téléphone est immédiatement effacé et vous devez à nouveau le consulter, ce qui est toujours assez frustrant. Donc, ce principe de boucle de récapitulation articulatoire maintient l'information sonore active et ce qu'il faut comprendre, c'est que 2 secondes, c'est finalement un espace de travail très confortable, notamment pour l'enseignant. Parce qu'en 2 secondes, que produit-on ? On produit environ entre 10 et 12 phonèmes. Voyez mon exemple provocateur en bas, la phonétique me plaît de plus en plus.
Prenons un exemple concret, ce que j'appelle le match de ping-pong auditivo-verbal qui se produit entre un professeur et un apprenant sur la sellette. Donc l'apprenant est invité à répéter à la suite du professeur, celui-ci applique tel ou tel procédé de correction phonétique. Attention, ce faisant, le professeur ne doit surtout pas oublier que les autres membres du groupe classe sont là, ils écoutent et ils sont généralement très attentifs. Lorsqu'on voit par exemple des vidéos, on se rend compte que tel ou tel élève est en train de subvocaliser, on voit les lèvres qui bougent, on voit qu'il regarde le professeur et l'apprenant qui est interrogé avec beaucoup d'attention. Il est très important pour le professeur de considérer que les membres du groupe classe sont généralement très actifs, même lorsqu'ils ne sont pas interrogés eux-mêmes. Lorsque le professeur pratique la correction phonétique, c'est-à-dire lorsqu'il utilise tel ou tel procédé de correction, il l'utilise toujours dans le respect de ces fameuses 2 secondes. Je donne un exemple. Mon élève va me dire quelque chose comme par exemple « Je n'ai pas vu ce film » ou au lieu de « eu ». Donc élève, je n'ai pas vu ce film. Professeur, je n'ai pas vu. Élève, je n'ai pas vu. Professeur, je n'ai pas vu. Élève, je n'ai pas vu. Professeur, je n'ai pas su. Élève, je n'ai pas su. Professeur, etc., etc. Vous avez remarqué que cet échange entre le prof et l'élève se fait toujours à l'intérieur de cette fenêtre temporelle de 2 secondes, et ces 2 secondes constituent, je le répète, un espace de travail très confortable, tant pour l'enseignant que pour l'apprenant. Que se passe-t-il maintenant pendant l'échange d'informations entre la mémoire de travail et la mémoire à long terme? Convenons d'une terminologie. La forme qui est activée en mémoire de travail est comparée avec la représentation qui est éventuellement présente en mémoire à long terme. 2 phénomènes se produisent pendant cet échange d'informations entre la mémoire à long terme et la mémoire de travail. Le premier, c'est celui de l'interférence. C'est l'interférence qui est responsable de l'erreur. L'interférence peut provoquer un blocage, l'interférence peut guider l'élève sur une mauvaise voie, etc. L'interférence, c'est l'ennemi juré du prof. L'interférence se produit fréquemment. Un point positif toutefois, dès que l'interférence est produite, elle disparaît. Autrement dit, l'interférence est la responsable de l'erreur, mais ensuite il n'en reste plus trace. Heureusement que l'interférence disparaît, parce que cela veut dire que l'on peut en quelque sorte agir sur cette interférence et petit à petit faire en sorte que sa nuisance ne soit plus là. Heureusement, je le répète, parce que si l'interférence était permanente, aucun apprentissage ne serait possible finalement. Le deuxième phénomène qui se produit est le phénomène de transformation. Les représentations sont malléables. Et c'est là où le travail de correction phonétique prend tout son sens. Le professeur qui travaille en agissant sur la mémoire de travail propose en permanence ce que l'on appellera des optimales pour la correction phonétique. Et à chaque fois qu'il termine un travail avec son élève, il le quitte toujours sur la structure qu'il avait proposée au départ. C'est donc une nouvelle représentation qui va se loger en mémoire de travail, et cette nouvelle représentation chasse l'autre. C'est le principe de un clou chasse l'autre, ou alors si vous préférez, c'est le principe d'un nouveau fichier que vous enregistrez dans votre mémoire et qui écrase, qui efface les fichiers précédents. L'intérêt de cela, c'est que vous avez donc un travail qui est opéré, avec de nouvelles représentations qui viennent s'installer en mémoire à long terme, et il faut espérer que ces nouvelles représentations vont agir
sur les informations sensorielles, c'est-à-dire que lorsque l'élève entend telle ou telle forme sonore qui lui posait problème au départ, l'élève, grâce à ce travail très patient de correction phonétique, va avoir en mémoire des représentations de plus en plus fidèles à ces formes sonores de la langue étrangère, et à un moment, il va être en mesure de les identifier dans le trajet des informations entre la mémoire sensorielle et la mémoire de travail. Nous parvenons au terme de ce tutoriel. Que faut-il en retenir ? L'enseignant qui pratique la correction phonétique doit faire montre d'une certaine technicité. Il a à sa disposition un certain nombre de procédés de correction, il est capable de les utiliser, il est capable de combiner ces procédés entre eux, et ce faisant, il permet à l'élève, petit à petit, d'améliorer sensiblement la qualité de ses productions sonores en langue étrangère. L'enseignant ne doit pas perdre de vue ce qui se passe dans la tête de l'élève lorsqu'il travaille avec lui. L'enseignant agit effectivement sur la mémoire de travail de l'élève via le mécanisme de la boucle phonologique. Lorsque le professeur propose une nouvelle forme sonore à l'apprenant, il ne propose pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il lui propose une forme sonore optimale. Et lorsque le professeur finit de travailler avec l'élève, lorsqu'il a terminé ce fameux match auditivo-verbal avec l'apprenant, il faut espérer qu'au terme de ce travail, c'est une nouvelle représentation qui va se loger dans la mémoire à long terme et qui remplace la représentation qui était déjà présente. Cela ne veut pas dire que c'est gagné. Il faut quand même un certain temps pour que le nouveau phonème de la langue cible, ce phonème que l'élève ne percevait absolument pas, qui était tout à fait étranger à son système de base, il faut un certain temps pour que ce phonème, si j'ose dire, s'impose, gagne droit de cité dans la mémoire permanente de l'apprenant. Mais enfin, on peut parier qu'au terme d'un certain travail, les efforts de l'élève vont être couronnés de succès. C'est-à-dire que, petit à petit, graduellement, la forme sonore parasite va s'effacer et l'élève va finir par s'approprier la forme acoustique pertinente de la langue cible, c'est-à-dire le nouveau phonème qu'il va non seulement entendre, mais produire de la façon la plus naturelle, la plus automatisée possible.